Jeudi 6 septembre 1492. La mer semblait vouloir contrarier l'impatience du capitaine. Loin d'entraîner les trois coques de noix sur les flots où nul voile encore ne s'était hasardé, elle étouffait ses mouvements comme pour retenir les marins au bord d'une fatale hardiesse. Ce fut une navigation lente, sans l'élan qui aurait dû porter les cœurs. L'aventure se refusait ou tout au moins se différait. Les Canaries restaient visibles sur l'horizon calme. La bonasse persista jusqu'au samedi, si désespérante que, toute la journée du vendredi, les caravelles demeurèrent en panne. Les marins perdirent presque de vue le voyage qu'ils avaient entrepris. Les heures passaient lentement. L'équipage désœuvré s'assemblait par petits groupes sur le pont où dormait, couché sur les planches, un rouleau de cordage ou une toile pliée. Le soir vint, éclatant et rouge. Les vaisseaux gardaient la proie tournée vers le disque solaire. Avait-on déjà vu un couchant qui teignait les flots tout entiers, les traversait de lumière ardente et les frangeait de feu? Moi, oui, Malagueño. J'ai vu un jour la mer aussi belle, affirma Chinito. C'était la première fois que je la voyais. Pas de ce rouge, muchacho. Il y a quoi à l'endroit où le soleil se couche? Le saurons-nous jamais? C'est pour le savoir que nous sommes partis. Au cours de la nuit du samedi au dimanche, la Santa Maria se mit à frémir. Sa carcasse craqua, ses voiles se gonflèrent, et elle grimpa au sommet d'une vague, poussée par une force venue des profondeurs. Le vent souffla, belle brise marine, qui entraîna la caravelle en direction du lieu où le soleil s'était anéanti. Chinito n'en pouvait plus de veille et de travaux. Son jeune âge réclamait le sommeil. Profitant de l'agitation générale que la levée du vent suscitait, il se réfugia dans un angle un peu abrité dont il fit son chez lui. Sur un bateau aussi surpeuplé, trouver un coin à soi relevait de l'exploit et rien n'en garantissait la durée. L'espace y était parcimonieusement compté. Le gamin parvenait mal à étirer les jambes. Le bois se faisait dur à son corps maigre. L'oreiller n'était que billot intraitable qui traversait la nuque d'une douleur lancinante. La fatigue terrassa Chinito d'un sommeil hâtif. À peine le garçon eut-il le temps de penser aux nuits dans les bosquets de Grenade quand, lové comme animal des champs, le cœur tranquille mais l'ouïe aux aguets, il dormait sous les étoiles parmi l'odeur tenace des jasmins. Le premier rayon de l'aurore lui caressa la joue. Le mouvement du bateau pénétra son corps et le sommeil s'en alla. S'en allèrent aussi les parfums de Grenade retrouvés en rêve. L'air saumâtre imposa sa réalité. D'un bond, Chinito fut sur pied. Le maître avait sûrement besoin de lui. C'est alors qu'il aperçut l'horizon vide à l'arrière du navire. Partout autour d'eux, l'eau seulement. L'eau et son ondulation verte. Et ce vent, enfin décidé à les entraîner au coin. L'île de Hierro, la dernière terre connue, avait disparu. Quelle impression étrange cela faisait. Les marins se penchaient sur le bordage dans l'espoir de retenir encore la ligne bleutée d'une côte à fleur de houle. En vain. Le fil était coupé, avec le monde bien délimité. Ils avaient tout laissé, tout abandonné, parce qu'on leur avait dit qu'ailleurs, par des voies à trouver, ils atteindraient le pays de l'or. L'or valait-il pareil déchirement? Tous se posaient la question dans l'angoisse de cette route qui risquait de les conduire au néant. Un seul osa l'exprimer à haute voix. « C'est fini » murmura-t-il dans un soupir. Fini, les jours d'Espagne, la petite maison rouillée par l'haleine des marées, l'auberge où l'on se racontait les tempêtes pour la 100e fois, les pierres des quais si rassurantes et les galets à demi enfouis dans la terre battue. Fini, les rentrées d'avant l'orage, la tablée d'enfants et d'aïeuls autour de la soupe de poisson qui sentait l'ail et le basilic. Fini, le lit qui voulait oublier les rigueurs du jour, lit des naissances plus que lit des morts pour ces hommes destinés à être emportés par l'assaut d'une vague, paillasse d'une vie rude mais précieuse, à laquelle ils songeaient dans le temps presque arrêté du quart interminable. Le mât de Beaupré, toujours pointé vers le Ponant, la Santa Maria filait, lieu après lieu, au travers des flots. Sur le gaillard d'arrière, Christophe Colomb vivait la joie de son envol loin du vieux monde. Chinito comprit qu'en ces moments, il ne devait pas l'approcher. L'enfant, au souvenir de leur rencontre, avait besoin d'exprimer un attachement auquel le capitaine se dérobait. Déçu, il s'éloignait en essayant de dissimuler une envie d'affection autrefois masquée par la friponnerie dans les rues de la ville. Et puis, soudain, le maître l'appelait, comme s'il eût été désireux de trouver un confident sûr à qui parler. L'heure était à l'effacement.
Droit dans son manteau, gonflé de brise, Colomb se tenait face à l'ouest, dans un bel isolement altier. Son regard transperçait les réalités présentes pour en atteindre d'autres promises par Dieu. Le coucher du soleil, ce soir-là encore, multiplia ses éblouissantes merveilles. Les voiles bises se couvrirent d'une rutilance. Les croix potencées, frappées en leur centre, brûlèrent d'un éclat fantasmagorique et, sur le front des matelots, un reflet de l'or espéré, tel un masque de carnaval, au pays des grandes fêtes folles, estompa les soucis et les renoncements. Rodrigo de Triana, venu de la Pinta, descendit des hauts bancs avec l'aisance d'un mortel détaché de la terre. C'était le marin le plus joyeux, le plus vif, celui dont on recherchait la compagnie tout en redoutant les farces. Il sauta sur le pont, monta sur le gaillard d'avant, s'avança dans la lumière. À la proue, il entonna le Salve Regina, selon une tradition de la marine espagnole à l'heure du couchant. Sa voix parvenait à ne pas se perdre au sein de l'immensité. Elle était belle et puissante, d'une beauté et d'une puissance qui ne recherchaient pas l'effet, mais l'expression de la foi. Les gabiers arrêtèrent leurs travaux. Lentement, le bonnet au poing, ils s'assemblèrent autour du bas mât et se mirent à chanter, insoucieux de leurs possibilités vocales, tous mus par le désir de se placer sous la protection de la Vierge. Il en résulta un cœur vibrant et mal accordé. Des larmes coulaient sur certains visages, de peine exprimée, mais aussi d'émotion et de réconfort. Christophe Colomb contempla ces hommes dont il avait pris la charge. Le ciel était avec lui, il n'en pouvait douter. Le Salve Regina s'achevait. Il y eut ensuite un long silence, peuplé seulement par le claquement des voiles. Les marins hésitaient à se séparer, émus encore après ce chant de confiance. « Gens de la mer, lança Colomb, nous sommes partis pour un grand dessein dont nous retirerons belle gloire. Reprenez courage. Je fais ici une promesse solennelle. L'océan est immense, au bout est le Cathay. Nous l'atteindrons parce que Dieu le veut. Nous allons poursuivre vers l'ouest, toujours vers l'ouest, et nous rencontrerons, je le sais, le rivage des épices. Car je vous le dis et vous l'assure, la terre est ronde. » Toutes les têtes étaient tournées vers lui, sourcils froncés, lèvres serrées. Tous se taisaient. Chinito se glissa à côté du malagueño, auprès de qui il trouvait toujours, à la différence du capitaine, une affection discrète qu'un mot, un clin d'œil, un crouton partagé traduisaient. « Dieu le lui a dit ?» s'étonna le jeune homme, à mi-voix, irrévérencieusement. Chinito leva la tête et répondit d'un sourire. « Je vous fais la promesse, reprit Colomb, après avoir laissé s'aiguiser un temps les curiosités, je vous fais la promesse de ne plus naviguer entre la minuit et le lever du jour lorsque nous aurons couvert 700 lieues. » Un murmure courut sur l'assistance, de déception et de surprise mêlée. Ce n'était que ça, la promesse ? Que voulait-il dire par là ? En quoi la nuit ou le jour pouvaient importer s'il fallait basculer dans le grand vide une fois arrivé aux limites de l'océan ? « Je comprends votre stupeur, » poursuivit le capitaine avec calme. « Les Indes sont à moins de 700 lieues, j'en suis convaincu. Mais s'il faut aller plus loin, elles doivent nous apparaître 2 jours, car le roi et la reine, nos souverains bien-aimés, dans leur générosité sans égale, ont promis une récompense de 10 000 maravédis de pension à vie au premier, quel qu'il soit, qui apercevra la terre. » Une ovation accueillit ces paroles. Les matelots n'avaient pas toujours un maravédis dans leur ceinture quand la mer était mauvaise longtemps, le poisson rare et l'embauche difficile. Ils oublièrent qu'il fallait aller saisir au bord du grand abîme une fortune qui dépassait ce que leur esprit était en mesure de concevoir. Ensemble, ils se mirent à rêver à l'incroyable magot. Chacun se prit à espérer qu'il serait le choisi de Dieu, et l'ombre tomba sur leur confiance revenue. Les jours et les nuits passèrent ainsi. Le vent était avec les Espagnols. D'abord, ils s'en félicitèrent et puis se rembrumirent. Un jour où la caravelle voguait avec un entrain renouvelé, Chinito reposait ses jambes fatiguées en les étirant sur le pont. Une conversation lui parvint. Il écouta. 2 loups de mer à l'expérience certaine échangeaient le fond de leurs pensées. Étrange ce vent. Ouais, j'ai remarqué aussi. Depuis qu'il s'est levé, il n'a jamais tourné. Jamais. Tu sais quoi ? L'autre n'avoua pas son ignorance supposée. Il attendit une explication qui allait suivre inévitablement. On dirait qu'il va vers un grand trou. Comme s'il n'arrivait pas à le remplir. Hein ? Tu as vu ? Pardi. Je suis pas moins futé qu'un autre. Moi, je me dis quoi ?
interrompit Chinito, que tant de lenteur impatientait. Toi, le mousse, claque là, on t'a rien demandé. Le vieux loup tenait à exposer le contenu de ses réflexions et ce n'était pas ce freluquet de protéger du capitaine qui l'en empêcherait. Je me suis dit, reprit-il, que, si on a la chance de ne pas tomber dans le trou, on ne pourra quand même jamais retourner en Espagne. Ouais, marmonna l'autre, pour faire croire qu'il y avait pensé tout autant. Si le vent souffle toujours dans le même sens, comment on fera pour naviguer contre le vent? Comment on fera? Interrogea le compère en écho. Aucun d'eux n'apporta une réponse. La crainte s'insinua dans leur esprit, plus forte d'avoir été clairement exprimée. L'idée sauta d'une cervelle échauffée à une autre. Elle s'amplifia jusqu'à pousser les hommes à maudire la bonne brise qui menait danser les bateaux sur la houle. Pourquoi ont-ils peur? S'étonnait Colomb quand le patron du navire ou le pilote lui parlait de leurs inquiétudes. Ces vents se déplacent toujours d'est en ouest, et j'ai noté qu'ils empruntent une sorte de couloir. Je les ai repérés à Madère et sur les côtes de Guinée. J'ai fait mes observations. Chaque jour me convainc que j'ai vu juste. Ils pensent au retour. Dites-leur que nous décrirons une boucle pour sortir de ce couloir. Mais si aucun vent ne souffle de l'Occident vers l'Orient, Colomb sourit à ses préoccupations d'un futur avant lequel devait se produire le grand événement. Il posa sa main gantée de velours sur le bras de Juan de la Cosa. D'ici là, nous aurons atteint les Indes. Chinito, que sa charge appelait régulièrement au château de poupe, un œil sur le sable filant et l'oreille traînante, retournait les ampolletas et essayait de comprendre à travers les conversations surprises la longue vogue des caravelles. Étrangement, il n'éprouvait pas de crainte pour le retour. Après avoir vaincu le vertige auquel sa vie à Grenade ne l'avait pas préparé, il ne redoutait que les tempêtes à venir. Malagueño, tu en as connu, toi, des tempêtes? Si j'en ai connu. J'étais à peu près de ton âge quand j'ai embarqué pour la première fois. Les tempêtes les plus dures, je les ai rencontrées devant les côtes catalanes, en Méditerranée. La mer y pique des colères subites. Elle se soulève sans crier gare. À peine as-tu le temps de larguer les écoutes et de brasser les vergues qu'elle t'envoie son premier paquet. Et, en général, il est rude. Combien de bateaux sont allés par le fond avant même d'avoir terminé la manœuvre? Les vagues sont plus hautes que le bateau? Ces jours-là, moussaillon, tu n'as pas à laver le pont. Elle s'en charge. Par contre, tu peux écoper. Il y a de l'ouvrage. Mais alors, si on est sur le pont, tu as intérêt à te cramponner ou, si tu n'es pas nécessaire au mouvement, à ouvrir la première écoutille que tu rencontres, à t'y enfiler au plus vite et surtout à bien refermer la trappe. Sinon, la vague t'envoie au royaume des poissons. Chinito frémissait. Il contemplait la traînée blanche que laissait le navire, sondait du regard les profondeurs et, le cœur en déroute, imaginait des lieux et des lieux verticales au sein desquels son cri se ferait silencieux. Que lui importaient les vents du non-retour? Il était prêt à s'échapper vers des continents inconnus, à ne plus jamais revoir l'Espagne, pourvu qu'un monstre écumant ne l'envoyât pas au royaume des poissons. L'expression du Malagueño le remplissait d'effroi. Le jeune homme s'en apercevait, essayait de le rassurer d'un rire. « Nous n'y sommes pas encore, moussaillon, et la mer, ici, a l'air de vouloir nous rester favorable. Tu n'as pas peur, toi, de ne plus retourner en Espagne? » Non. La conversation s'arrêtait après cette question maladroite. Le Malagueño s'éloignait. Chinito, intérieurement, se traitait d'imbécile. Au soir du 13 septembre, alors que la nuit tombait avec la rapidité surprenante dont elle fait preuve sous ces latitudes, une sorte de malaise oppressait l'équipage. Les hommes chuchotaient et contemplaient la mer avec défiance. Chinito se sentait plus seul que jamais. Pourtant, il ne désespérait pas de gagner un peu d'amitié. « Encore une louche de soupe, Carlos? Donne toujours, on verra après. »« Qui veut les miettes de biscuits? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ferme ton bec. Ouvre le tien, » répliqua Chinito sans se laisser démonter. « Tu nous prends pour quoi? Pour des oiseaux? De drôles d'oiseaux. » Paf! Une gifle bien appliquée arrêta la discussion. La peur, au lieu de souder les hommes, les isolait en eux-mêmes, et Chinito retourna les ampolletas consciencieusement. Donc le soir venait, heure de paix, après les 100 petites besognes de la journée qui, mises bout à bout, composaient une grosse fatigue. La paix ne durait pas.
Un ennemi, depuis quelques jours, ne se laissait pas oublier. Chinito regagnait, sous le gaillard d'arrière, où l'équipage ne montait qu'en cas de manœuvre, les 3 recoins qu'il avait élus pour domaine. Rien de personnel n'y devait demeurer. Tout était dans l'idée qu'on s'en faisait. Mais le gamin, à l'écart de l'entassement, du pont et des soutes, reconnaissait le bois, l'odeur, la rainure d'une planche, la trace de sel à l'angle où l'air marin avait bu l'eau du dernier brossage. C'était presque assez pour se croire chez soi, si l'on avait de l'imagination et un grand désir de survivre. La dernière ampoletta, de son service retourné, il s'allongeait autant qu'il le pouvait et goûtait au plaisir d'être seul. L'ennemi choisissait cet instant pour se manifester. Il commençait par un picotement sur une jambe, quelque chose d'irritant à force d'insistance. Chinito, tout occupé à chercher une position qui lui permît d'oublier la dureté des planches, n'y prenait pas garde. D'un geste machinal, il frottait son mollet gauche avec son talon droit, ou bien il se grattait et essayait de trouver le sommeil en changeant de côté. Une démangeaison lui venait à la hanche. Il se retournait encore, la démangeaison gagnait la poitrine, une main dans l'échancrure de la chemise, il ratissait des ongles tandis que le sommeil le prenait. La démangeaison persistait. Chinito s'étriait avec rage. Sur ses épaules maigres, au creux du ventre, sous les bras, les piqûres se répondaient à un rythme de plus en plus précipité. La Santa Maria avait embarqué ses passagers clandestins au bord du Rio Tinto, puis à la Gomera. Le jour, on les oubliait dans les mouvements nombreux du travail, mais dès que l'accalmie nocturne permettait d'espérer un peu de repos, la vermine se mettait en campagne. Elle était partout. On savait qu'on la trouverait bientôt dans les fèves et les pois de la pitance quotidienne. On la découvrait déjà, noire, diverse et inévitable, dans la brisure des biscuits. Elle attaquait la coque du navire plus sûrement que les lames de l'océan. Tapie dans les plis chauds du corps, elle attendait l'immobilité de ses victimes pour mettre en branle un arsenal de pattes, de suçoirs, de pinces et de dents. Chinito ôtait chemise et culotte au clair de lune. Le vent de mer le lavait de ses assauts répugnants. Depuis combien de temps le gamin ne s'était-il pas lavé à l'eau douce? Il se souvenait du plaisir qu'il avait à entrer dans les canaux d'irrigation un mois plus tôt. La fraîcheur opaque montait le long des jambes, enveloppait les reins, lui arrachait des rires. Ses compagnons criaient de joie, s'environnaient d'éclaboussures, et l'eau entourait leur cou d'une caresse boueuse. Sur la Santa Maria, l'eau était parcimonieusement comptée. En aucune façon, elle ne pouvait être gaspillée par une toilette pour laquelle la mer était inépuisable. Inépuisable aussi était la morsure du sel. Chemises et culottes secouées par-dessus bord éparpillaient au vent leurs hôtes acharnés. Chinito imaginait une pluie de puces et de poux tombant, imperceptible vie dans les flots. À ce remuement, les hardes acquéraient une fraîcheur provisoire. Il les revêtait avec une sensation de petit bonheur dont il devait se contenter et d'espoir dont il devait bientôt déchanter. Tous les maudits insectes n'étaient pas allés nourrir les poissons. Beaucoup s'étaient accrochés et, sitôt la quiétude rétablie, jouaient des mandibules avec une énergie accrue. Chinito finit par savoir dormir dans un harcèlement rongeur. Il s'abandonnait au sommeil quand, le soir du 13 septembre, un remue-ménage se produisit. Les hommes quittaient leur poste pour se précipiter vers celui du timonier, d'où était partie la nouvelle. Chinito tenta de surprendre des mots parmi les phrases brèves lancées dans tous les sens. L'agitation était trop forte pour qu'il pût saisir goutte. Il se leva et suivit ses compagnons. « Que se passe-t-il » Personne ne lui répondait. Une frayeur inattendue marquait les visages. Invocations à mi-voix et jurons fusaient des bouches hérissées de barbes mal rasées. Des gestes exprimaient le désarroi, la peur franchement avouée. Parce que chacun avait conscience de sa fragilité devant un danger inconnu, les mots et les mouvements se chargeaient vite de colère afin de libérer l'angoisse.